Merci beaucoup, messieurs les modérateurs. Je voudrais tout d'abord remercier le comité d'organisation pour son invitation et sa sympathie. Je suis très heureux, très honoré d'être parmi vous aujourd'hui. Quand on aborde les complications du TAVI, on a l'impression qu'on va voir tout un tas de choses difficiles. Alors, rassurez-vous, ça ne va pas être un exposé de toutes les horreurs qu'on a pu voir au cours des 15 dernières années avec le TAVI. Mon propos est beaucoup plus de vous montrer que la technique a gagné en expérience, que les opérateurs sont plus performants, que les prothèses se sont améliorées et que justement le TAVI devient, comme l'a montré le précédent orateur, une technique mature qui a des indications qui s'étendent progressivement. Vous voyez que depuis 15 ans, on a fait des progrès considérables et le TAVI est devenu une procédure extrêmement routinière. Plus de 300 000 cas ont été réalisés à ce jour dans plus de 70 pays, donc couvrant assez largement le globe terrestre. Et on peut se poser la question pourquoi le TAVI finalement a eu un essor si rapide. Au début, bien sûr, c'était un besoin inassouvi. Les patients très âgés, à haut risque opératoire ou contre-indiqués n'avaient aucune solution, étaient dans une impasse. Mais rapidement, au-delà de ces patients-là, comme on l'a vu, on a eu un gain d'expérience, on a accumulé des données scientifiques, des prothèses qui se sont très rapidement améliorées, un bilan, un screening des patients qui s'est également simplifié. On a vu que la durabilité était plutôt rassurante à moyen terme. Et aussi, et surtout peut-être, c'est le faible risque de complications périprocédurales qui a fait partie de ces éléments encourageants qui ont permis au TAVI de prendre un essor à travers le monde. Alors vous voyez que, bien entendu, le niveau de risque des patients de ces études est totalement différent entre les premières études partenaires et les dernières études avec la SAPIEN 3. Et vous voyez que la mortalité à 30 jours au cours de ces 10-15 dernières années a été réduite de façon importante, de 6 à 1% dans les derniers essais. Et ça reflète également le relativement faible taux de complications dans ces études. Vous voyez qu'il est inégal dans les différentes études, inégal en termes de fréquence, mais aussi en termes d'impact pronostic. Si on regarde la fréquence de ces complications, eh bien c'est assez évident, c'est la nécessité d'un nouveau pacemaker qui est le plus important. Il y a également les complications vasculaires, les problèmes rythmiques, les problèmes d'AVC, mais qui sont très très secondaires en termes de fréquence. En revanche, si on regarde en termes d'impact pronostic, ce sont justement et fort heureusement les complications les plus rares qui ont un impact pronostic et éventuellement un lien assez direct avec la mortalité précoce. Ensuite, si l'on compare la chirurgie et le TAVI, vous voyez, nous avons vu cette slide ou une très apparentée dans le topo précédent, on voit que la mortalité et le risque d'AVC chez les patients ayant un TAVI ou une chirurgie conventionnelle sont relativement proches maintenant chez des patients à risque intermédiaire. Et donc le risque de complications est également relativement proche. Vous voyez qu'il y a traditionnellement un taux de complications vasculaires qui est plus important chez les patients qui ont un TAVI, avec une significativité dans partenaire 2A pour ce critère-là, alors que les patients opérés, plus fréquemment, ont des saignements importants ou des insuffisances rénales ou de nouveaux épisodes de fibrillation atriale. En définitive, les déterminants de ces complications sont liés à 3 facteurs importants. Et je voudrais prendre une minute pour rester sur cette diapositive, parce que oui, les complications existent, mais finalement, on s'est aperçu avec le temps que de plus en plus, le devenir, le résultat de ces procédures est assez prévisible et assez rassurant, et fort heureusement. Et parmi les éléments déterminants dans l'apparition des complications, il y a évidemment, c'est très important, le niveau de risque du patient. On ne fait pas un TAVI à un patient extrêmement âgé avec des axes vasculaires très fragiles, très calcifiés, avec des tissus annulaires de l'anneau aortique très fragiles également et très pathologiques, comme on fera un TAVI à un patient plus jeune avec des tissus beaucoup plus sains. Il y a également
les prothèses, les bioprothèses qui sont des éléments déterminants, car on va le voir, elles se sont améliorées progressivement avec le temps. Elles ont maintenant un meilleur profil, elles ont une meilleure délivrabilité et puis également elles ont des artifices qui permettent de réduire les fuites. Et enfin, et c'est très important, il y a l'opérateur et les équipes, parce que le TAVI, c'est un travail d'équipe. Et donc ces équipes-là se sont assez rapidement homogénéisées. Le savoir a été accumulé dans les différentes équipes, a été diffusé. Et vous voyez qu'on arrive maintenant à anticiper les problèmes, prévenir les complications et les traiter, dans la grande majorité des cas, sur le site et sur la table d'intervention. Alors voilà, ces complications, on les a déjà vues, je vais les passer en revue de façon relativement superficielle et puis ensuite vous proposer une nouvelle attitude qu'on a adoptée, une simplification de la procédure qui a aussi et surtout pour but de réduire l'impact des complications chez les patients. S'agissant des troubles conductifs, il y a évidemment un certain nombre d'éléments qui favorisent leur apparition. Il y a l'électrocardiogramme de base, c'est sûr. Un patient qui a un bloc de branche droit complet ou un bloc auriculo-ventriculaire du premier degré a beaucoup plus de risques de bloquer pendant l'intervention qu'un patient qui ne l'a pas. Il y a aussi le type de valve, car vous savez, les volutes et la corvalve sont beaucoup plus susceptibles d'entraîner des troubles conductifs et l'implantation d'un pacemaker que les autres prothèses. Il y a également le niveau de position de la valve. Et traditionnellement, plus on implante bas, à proximité des voies de conduction, et plus on risque de bloquer et de nécessiter un pacemaker. Je voudrais également dire qu'il est très important chez ces patients de les monitorer, de les scoper au moins 24 heures en soins intensifs. En tout cas, c'est notre attitude pour ceux en particulier qui ont des troubles conductifs à l'état basal. Et puis, il a été question il y a quelque temps d'implanter de façon préventive des pacemakers, en particulier chez les patients les plus graves qui avaient un bloc droit très large. Et nous, on a fait quelques-unes de ces... on a suivi cette recommandation, c'est pas une recommandation, mais c'est ce sentiment sur quelques cas, puis on a rapidement arrêté. Parce qu'en interrogeant les stimulateurs, on s'est aperçu qu'il y avait quasiment aucun événement de blocage au cours du suivi, et que finalement, la grande majorité des blocages qu'on avait aperçus étaient des phénomènes périprocéduraux, inflammatoires, et qui régressaient avec le temps. Alors l'impact de la prothèse, vous le voyez ici, c'est une des plusieurs études qui l'ont montré. Vous voyez qu'avec la valve Edwards, la Sapien, on a environ 5%, bien que ce chiffre ne soit pas toujours autour de 5 dans les études, mais environ 5% de pacemaker définitif, contre 5 fois plus pour la corvalve. Et donc c'est effectivement, c'est inhérent au design de la valve, c'est inhérent à son mode d'implantation, mais effectivement, en tout cas, il y a un taux de pacemaker plus élevé pour la corvalve, et ça, c'est observé dans toutes les études. Vous voyez que si on compare des études qui ont 5 à 6 ans d'écart entre leur recrutement, partenaire 1 et partenaire 2, bien vous voyez que le taux de pacemaker il est un petit peu plus élevé avec les nouvelles prothèses, et ça c'est très probablement lié à l'apparition des artifices qui permettent de réduire les fuites. Quelque part, on améliore la valve pour qu'elle soit moins fuyante, pour qu'elle ait un meilleur taux de couverture de l'anneau. Et quelque part, ça a un petit impact, même s'il n'est pas significatif, sur l'apparition des troubles conductifs et la nécessité d'un pacemaker. Si on regarde pour la corvalve et son évolution évolute, eh bien vous voyez que dans cette étude très récente, publiée le mois dernier, on n'a pas franchement de différence de taux d'implantation. Avec les volutes, on est à 22,1, avec la corvalve, on est à 23,4. Donc la population n'est pas très élevée, mais franchement, il n'y a pas une très grande évolution de ce point de vue-là avec l'évolution de cette valve corvalve. Je voulais vous montrer ce schéma qui a été publié l'année dernière, qui est une méta-analyse des différents essais avec les différentes nouvelles valves de deuxième et troisième génération en tout cas, et vous voyez que globalement, les nouvelles prothèses sont moins à risque d'être suivies par l'implantation d'un pacemaker quand on compare avec les études initiales, partenaire 1,
core valve, high risk, etc. Donc l'évolution va vers du mieux, même si on n'a pas encore, loin s'en faut, réglé ce problème. Si on regarde maintenant les prédicteurs de l'apparition d'un trouble conductif chez les patients, eh bien vous voyez que de façon non surprenante, c'est l'âge qui est un prédicteur assez important, mais également la prothèse core valve, également le fait de post-dilater les prothèses, puisqu'on va venir écraser l'anneau aortique et avoir un impact direct sur les voies de conduction, et également un indice de couverture qui est en fait un ratio de la taille de la prothèse sur l'anneau. Plus on va utiliser une grosse prothèse pour l'anneau, plus on va avoir un impact, une pression sur les voies de conduction et risquer un pacemaker. Sur l'impact du pacemaker et le devenir du patient, ça a été rappelé sur la présentation précédente, il y a des études qui sont discordantes. Il n'y a pas véritablement de consensus sur le sujet. Moi, j'ai pris le parti de vous montrer cette étude qui est relativement récente et qui finalement est assez arrangeante, puisqu'elle semble dire qu'un nouveau pacemaker ne va pas forcément modifier le pronostic du patient, alors que les patients plus âgés avec des comorbidités et en particulier des troubles conductifs anciens qui avaient un pacemaker précédemment, ceux-ci vont avoir un moins bon pronostic. Donc probablement, bien que ce soit reste pas sûr, probablement un nouveau pacemaker ne va pas considérablement modifier le pronostic du patient. Après le pacemaker, il y a des complications vasculaires que je ne vais pas aborder en détail car ça va être fait par mon collègue Jean-Yves Pagny tout à l'heure. Simplement vous dire que ces complications vasculaires, elles sont, et ça on le sait depuis le début, depuis Partner 1, associées avec une mortalité plus élevée et qu'elles nécessitent de notre part qu'on fasse un soin très particulier au screening, c'est-à-dire aux examens pré-intervention du patient. Elles ont un impact également, je vais essayer de vous le montrer avec l'expérience de l'équipe, et puis enfin la réduction de la taille des différents désilets a permis de réduire celle-ci de façon importante. Juste un mot pour vous dire qu'il est très important de piquer l'artère fémorale commune et non la superficielle. Il est vraiment important de repérer l'artère fémorale commune au-dessus de la bifurcation. Vous voyez que ce niveau de bifurcation fémorale est variable en fonction des patients, bien entendu, mais dans la très grande majorité des cas, on est projeté au niveau de la tête fémorale en rapport avec l'artère fémorale commune, et on sait que quand on pique l'artère à cet endroit-là, on a beaucoup moins de complications que si on pique la fémorale superficielle, même si c'est à proximité de la bifurcation, et j'ai envie de dire surtout si c'est à proximité de la bifurcation. On peut peut-être réduire un tout petit peu l'intensité lumineuse, juste pour vous dire que ce screening vasculaire est très important. Il se fait classiquement essentiellement par l'angiographie, qui permet de voir assez bien les calcifications et de voir le diamètre des artères. Il est évidemment très important que le diamètre de l'artère soit au moins de la taille du désilet qu'on veut mettre pour implanter la prothèse. Parfois, dans un certain nombre de cas, merci beaucoup, on a des calcifications qu'on peut explorer de façon plus fine grâce au scanner. Nous ne le faisons plus depuis très longtemps en routine dans le bilan des patients avant un TAVI, mais dans un certain nombre de cas, c'est intéressant, je vais vous en montrer quelques-uns, de faire le scanner. Et puis, et c'est finalement peut-être ça le plus important, c'est quand on arrive à des patients qui ont des axes terriblement pathologique. Ça, c'est un screening que j'ai fait la semaine dernière. Vous voyez ici la fémorale qui est quasiment occluse, pour ne pas dire occluse, au niveau du segment en face de la tête fémorale. Eh bien, vous voyez que chez ces patients-là, il faut savoir passer la main. Autant la voie transfémorale a montré une supériorité sur les autres voies, mais dans ces situations-là, il faut savoir faire des voies hautes, apicales, mais maintenant plus souvent transaortique direct, sous-clavière, parfois carotide. On choisira en fonction des éléments du bilan, le bilan géographique, le scanner, l'écho et aussi, et c'est important de le dire, aux préférences de l'équipe chirurgicale. Un mot pour vous dire que
L'expérience de l'opérateur est un point déterminant aussi et surtout dans les complications vasculaires. Vous voyez que plus on va vers la droite et plus l'opérateur est expérimenté. Et vous voyez en bleu la courbe des complications vasculaires majeures, elle est réduite considérablement. Au bout de 150 procédures, on arrive à un taux de complication qui est faible et c'est lié en partie à la bonne expérience d'utilisation des systèmes de préfermeture qu'on va voir tout de suite. Ici, pour vous montrer les nouveaux désilets, 14 French, rendez-vous compte, il y a 10 ans, quand on a commencé à Massy, on faisait du 24 French. Donc on a gagné de façon importante, 10 French de moins. C'est un désilet qui est auto-expandable, c'est-à-dire que quand vous mettez la prothèse à l'intérieur, il va avoir tendance à se dilater au passage de la prothèse et à retrouver son diamètre initial. Donc c'est un désilet qui permet de traiter des patients qui ont une fémorale commune jusqu'à 5,3 mm, donc des patients de petite surface corporelle, des femmes, des sujets ayant des petites fémorales sont tout à fait accessibles maintenant au TAVI, et ce depuis plusieurs années. Nous sommes donc dans l'ère de la préfermeture. On ne ferme plus, quasiment plus, en tout cas en France, les artères fémorales de façon chirurgicale. Et vous voyez ici les deux systèmes qui sont le plus souvent utilisés. Il y a le ProStar, qui est un système à 4 aiguilles qui fait une suture de l'artère fémorale, ici représentée à droite. Et puis à gauche, on utilise des ProGlide, qui sont des systèmes à 2 aiguilles, qu'on utilise assez couramment, même dans les angioplasties coronaires, pour fermer les artères fémorales. On utilise 2 ProGlide qui permettent de faire une suture au niveau des 4 points de l'artère. Et vous voyez que dans cette étude de Julinda Meili, publiée l'an passé, le ProGlide semble améliorer le succès avec 7% de complications versus 15% pour le ProStar. Donc c'est nous, depuis 2 ans, l'attitude que nous avons. Enfin, juste un mot pour dire que, et c'est heureux, dans la grande majorité des cas, les complications vasculaires, on peut les prendre en charge sur la table d'examen, 80% des cas dans l'histoire récente. Et c'est un élément important parce que, bien sûr, envoyer un patient en urgence en chirurgie vasculaire, ça peut être décisif, mais c'est aussi relativement impactant pour le patient, pour vous, pour votre équipe, savoir qu'on peut traiter ces complications sur sa table d'examen, qu'on a un cath lab qui est équipé avec des éléments qu'on va vous présenter tout à l'heure, c'est quand même rassurant pour tout le monde. Les fuites paravalvulaires. Les fuites paravalvulaires, ça a été abordé, donc je vais passer assez vite. Oui, ça a un impact pronostic qui est connu depuis le début. On sait qu'un malade qui a une fuite après l'intervention, il a un moins bon pronostic. Si on veut les contrôler, les éviter, on va choisir une prothèse, la taille de la prothèse de la façon la plus optimale possible. On va la positionner au meilleur niveau sur l'anneau. On va pouvoir, dans un certain nombre de cas, post-dilater. Et puis, il y a surtout les améliorations technologiques qui nous ont aidés dans ce domaine. Vous voyez sur le pronostic juste une diapositive, celle de Kodali. Elle me semble intéressante parce que c'est une de celles qui a montré que même des fuites pas si sévères que cela peuvent peut-être avoir un impact pronostic, même si ça n'a pas été confirmé dans plusieurs populations après. Mais même des fuites mild, vous voyez, ont une mortalité plus élevée que des patients qui ont des fuites, qui n'ont pas du tout de fuite. Donc en ce sens, elle me semblait intéressante. Ensuite, l'anatomie. Alors là, nous faisons à tous les patients avant l'intervention un scanner, et pour nous, c'est essentiel. Je vais essayer de vous montrer pourquoi. Autant le scanner dans le suivi, c'est vrai que nous ne le réalisons pas systématiquement, mais le scanner dans le screening, c'est vraiment un élément déterminant. Donc le scanner de cette région de la racine aortique, vous voyez, va permettre de voir la jonction sinotubulaire, de la mesurer dans tous les axes, qui est représentée à droite en haut du schéma. Ensuite, va permettre de voir l'extrémité des valves, puis la surface de l'orifice valvulaire, et enfin et surtout l'anneau qu'on va pouvoir mesurer de façon précise. Donc, quand on veut mesurer l'anneau, on se met bien sûr perpendiculaire par rapport à la racine aortique, et puis on descend jusqu'au niveau de coupe où on ne voit plus les feuillets valvulaires. Donc ce sera celui-ci, hein, et on va pouvoir faire des mesures très précises dans les 3 dimensions. Et vous voyez, on le voit moins sur le schéma que sur mon écran, mais très souvent, dans la grande majorité, pour ne pas dire tous les cas, l'anneau est en fait elliptique, alors qu'on le pensait circulaire.
avec l'échographie, mais non, l'anneau c'est très souvent une ellipse, et pour nous c'est très important parce que on va avoir des diamètres de taille différentes dans l'axe antéro-postérieur ou dans la longueur, et finalement le choix de la taille de la prothèse va être fait sur une surface qui va être dérivée sur un diamètre moyen, qui va être dérivé de la surface. Donc l'accumulation de tous les diamètres de cette zone elliptique va nous permettre d'avoir un diamètre moyen de l'anneau aortique qui lui-même permet de choisir la taille de la prothèse adaptée au patient. En ce qui concerne le positionnement de la valve pour le largage, eh bien vous voyez que chaque valve a son système et son fonctionnement, mais quand on la positionne le plus justement possible, grâce à des éléments que je vais vous montrer tout à l'heure, eh bien on réduit le risque de fuite paravalvulaire, bien entendu, on réduit aussi le risque d'occlusion coronaire et aussi le risque d'embolisation de prothèse. Alors voici un exemple d'une bioprothèse corps-valve. On voit assez rapidement avec l'injection qu'il y a une fuite qui est importante, et si on regarde où est positionnée la prothèse, eh bien on voit que par rapport à la situation optimale, elle est positionnée trop haute. Et donc on peut quasi avec certitude dire que cette fuite paravalvulaire est liée à un mauvais positionnement de la prothèse dans ce cas-là. Vous voyez sur ce schéma une étude assez ancienne maintenant qui montrait qu'il y a plusieurs mécanismes aux fuites paravalvulaires. En haut à gauche, vous avez la cuspe calcifiée qui va limiter l'expansion de la prothèse. En haut à droite, on a notre situation, c'est-à-dire une prothèse trop haute avec des fuites sur tous les côtés. En bas à gauche, vous avez une prothèse trop basse. Et donc là également, vous avez des fuites qui sont situées au niveau paravalvulaire à droite et à gauche. Et puis la dernière situation en bas à droite, c'est simplement une prothèse trop petite qui ne va pas permettre de pouvoir couvrir tout l'anneau valvulaire. Eh bien, dans le cas que je vous ai présenté, si on a été placée une deuxième bioprothèse à l'intérieur, mais plus basse, et vous voyez que ça a permis de réduire considérablement l'intensité de la fuite chez ce patient. Ensuite, pour les fuites, eh bien, vous voyez qu'avec les progrès qui ont été réalisés sur les prothèses, l'incidence de ces fuites a été considérablement réduite. Ici, c'est la valve corps-valve et son évolution évolute. On était à 13% il y a une petite dizaine d'années, on est maintenant à 3%, donc on a eu un avantage évident. S'agissant des valves Sapien, on a là également, pour ce qui est des fuites modérées et sévères, avec la nouvelle valve, la Sapien 3, un contrôle important des fuites par rapport aux générations antérieures, et c'est principalement lié à cette collerette, à cette jupe qui va se gonfler dans les premières minutes après l'implantation et colmater les zones non couvertes par l'implantation elle-même. Et finalement, les nouvelles valves, vous voyez, ont permis de réduire, dans cet article de Youn, ont permis de réduire les fuites paravalvulaires quasiment à zéro. Donc c'est là vraiment la grande amélioration des nouvelles prothèses. Elles sont aussi beaucoup plus prévisibles. Vous voyez, absence of success, on est passé de 20% à moins de 10%. C'est-à-dire que maintenant, les prothèses sont beaucoup plus prévisibles. On peut beaucoup plus contrôler leur déploiement, leur positionnement. Et c'est là le grand progrès qui a été réalisé. Alors que sur les pacemakers, les choses restent imparfaites. Un mot sur la rupture de l'anneau. C'est une complication qui est dramatique, qui s'accompagne sur la table assez souvent d'un épanchement péricardique et d'une dégradation rapide de l'hémodynamique. On la regrette tous, évidemment, on la craint tous. L'existence d'une calcification dans la zone libre, vous voyez ici en bas à droite de l'anneau, donc une zone qui n'est pas couverte par les éléments cardiaques, est un facteur pronostic de survenue de ce risque de rupture d'anneau. Et nous, en routine maintenant, quand on a une calcification dans la zone libre, dans la zone qu'on appelle vulnérable, eh bien, on va préférer des valves auto-expandables que des valves qui s'étendent avec le ballon pour éviter d'aller surdilater une zone fragile et éviter de prendre le risque d'une rupture annulaire. L'insuffisance rénale est un élément pronostic important qui risque d'amener des complications. Vous voyez ici juste un mot sur cette étude dans laquelle on a collaboré, qui montre que
pronostic, la mortalité du patient est croissant avec le degré d'insuffisance rénale. Plus le malade est insuffisant rénal avant l'intervention, avec un niveau de créatinine élevé, et plus il risque, plus il a une mortalité élevée jusqu'à 2 ans après le TAVI. Il y a une forte corrélation. S'agissant de l'insuffisance rénale aiguë, eh bien, vous voyez qu'elle impacte également le pronostic. Quand vous avez une insuffisance rénale aiguë entourant la période de TAVI, c'est-à-dire le scanner, la coronarographie, peut-être l'angioplastie, la procédure de TAVI elle-même, vous voyez que vous avez ici aussi une mortalité qui augmente de façon importante. Et donc, il faut lutter contre l'insuffisance rénale aiguë. Vous voyez qu'il faut hydrater le plus possible, essayer de séparer les éléments diagnostiques de ceux de l'intervention elle-même pour éviter de trop charger le patient en iode. Les accidents vasculaires cérébraux sont des causes, des complications importantes également. Vous voyez que sur TAVI, dont on a parlé tout à l'heure, publié le mois dernier, il y a moins d'accidents vasculaires cérébraux après TAVI qu'après chirurgie, presque 2 fois moins. Et vous voyez que sur les dernières études avec la Sapien, le taux d'AVC maintenant est entre 1 et 3%. C'est intéressant de remarquer que ce taux d'AVC, il est en réalité plus important au cours du premier mois et ensuite il redevient au niveau d'une population comparable. Cette étude assez classique de ProTAVI a montré que toutes les phases de la procédure de TAVI peuvent être accompagnées d'un AVC, que ce soit le passage de la valve, la mise en place du guide, le ballonnement de la valve, l'appositionnement de la valve, etc., le déploiement. Mais c'est surtout le déploiement et le positionnement de la valve, comme vous voyez sur la droite. Mais toutes ces phases peuvent s'accompagner d'emboles et d'accidents vasculaires cérébraux. Quand on fait un scanner d'une aorte comme celle-ci, vous voyez les débris, en particulier sur la coupe à droite, avec des débris saillants athéromateux. Et bien là, on peut se dire que oui, on a un risque d'AVC important. Et chez ces patients-là, on va faire très attention, voire contre-indiquer la voix basse. On a également le profil des nouvelles prothèses qui s'est considérablement amélioré. Vous voyez au-dessus les premières prothèses, les premiers systèmes de mise en place de prothèses où vous aviez un abord assez abrupt avec un risque de râper l'aorte, alors que maintenant on a des systèmes qui sont beaucoup plus performants, beaucoup plus lisses et qui évitent les frottements et les emboles. Donc je vais finir très vite avec le risque d'occlusion coronaire. Plus la coronaire est élevée, à distance de l'anneau, et moins on a de risque d'occlusion. C'est ainsi que chez un cas comme celui-ci, où on avait le tronc commun qui était carrément à l'anneau aortique, il y avait 4 mm, il faut parfois mettre en place de façon préventive un guide, un ballon, un stent pour éviter le risque d'occlusion coronaire, ce qui a été fait chez ce patient et avec un certain succès puisqu'on a pu simultanément traiter son tronc et mettre en place la prothèse avec un stent qui déborde en cheminée dans les sinus de Valsalva. Je ne vais pas pouvoir aller jusqu'au bout de la simplification, mais simplement pour vous dire, et je vais rejoindre ensuite directement la conclusion, que si on simplifie les procédures, on peut éviter l'anesthésie générale, on peut éviter de faire des abords secondaires par voie fémorale, on peut éviter de mettre des cathéters centrales, de trop monitorer le patient, de mettre des sondes urinaires, etc. Si on simplifie la procédure, c'est désormais possible grâce aux techniques qui se sont considérablement améliorées. Eh bien, on va réduire aussi la iatrogénie, on va réduire les complications et c'est pour nous l'élément le plus déterminant de ces dernières années. Et je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup pour cette